Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler des légumes racines. Les légumes de terre sont les légumes les plus consommés du monde. Dans leur contexte, ils sont très polyvalents, ils sont économiques, ils sont savoureux, nourrissants, rassasiants. Ils se conservent longtemps aussi et ce sont des légumes qui traversent le temps, qui font partie des cultures, des générations, des familles. Nutritionnellement parlant, les légumes racines sont intéressants parce qu'ils contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants et ce sont des légumes qui ne sont pas si caloriques que ça malgré tout. Les légumes de terre se déclinent en plusieurs catégories. On a pour commencer les légumes racines, c'est-à-dire que c'est vraiment la racine qui est tubérisée. Alors dans cette catégorie-là, on retrouve le rutabaga, la rabiole ou le navet, c'est la même chose, le panais, les carottes, les betteraves, le jicama, le radis, ici on a un radis deux couleurs, et le radis daikon. Il y a aussi la famille des hypotyles. Alors, les hypotyles, c'est que c'est la tige qui s'est tubérisée, donc qui a emmagasiné l'énergie. Dans cette catégorie-là, on retrouve les céleris raves et les choux raves, comme ça ici. Rave, ce que ça veut dire que c'est cultivé pour sa racine. Alors, chou rave, céleri rave et betterave. Même si elle n'est pas dans la même catégorie, l'appellation, ça veut dire la même chose. On a aussi la famille des tubercules. Alors, les tubercules, c'est vraiment le rhizome qui s'est tubérisé et qui s'est gonflé d'énergie. Alors, après le rhizome, il va y avoir les racines qui sont comme ça ici. Alors, ça, c'est le rhizome et les racines sont là. Alors, c'est vraiment le rhizome qui a grossi. Dans cette famille-là, on va retrouver les pommes de terre, les patates sucrées, le gingembre, le manioc. Puis ici, j'ai des petits malenga coco. Ensuite, on a la famille des bulbes. Alors, bien sûr, on a nos beaux oignons, nos échalotes, l'ail, le poireau. Tout ça, ça rentre dans les légumes de terre dans la famille des bulbes. Je ne vous ai donné que quelques exemples de chaque catégorie parce que, dans le fond, le nombre de légumes dans les légumes racines, c'est innombrable. Pour les muffins aux betteraves, on va avoir besoin de 1,5 tasse de farine tout usage, 1 tasse de farine de blé entier, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, 1 demi-cuillerée à thé de cannelle moulue, 1/4 de cuillerée à thé de muscade, 1 pincée de sel, 1 tasse et 3/4 de sucre, 1 pomme parée et coupée en petits dés, 1 tasse d'huile végétale et 2 tasses et quart de betteraves pelées et râpées. Ça donne environ 4 betteraves. Pour faire les muffins aux betteraves, on va commencer par mélanger dans un grand bol tous les ingrédients secs, à savoir la farine, la poudre à pâte, la cannelle, la muscade et le sel. On va bien mélanger ça à l'aide d'une fourchette et on va faire un puits, c'est-à-dire un trou dans le centre du bol. Dans un autre bol, on va battre les œufs avec la vanille et le sucre. On va ajouter de l'huile, les pommes et les betteraves qu'on va bien mélanger ensemble. Ça va donner une belle couleur au muffin. Alors, je vais verser ça dans le puits. Et on va mélanger à la spatule doucement pour que le mélange soit tout humidifié. Ensuite, on va mettre ça en moule. On va remplir les moules
à gâteau aux 2/3 et on va cuire ça au four à 350, 25 à 30 minutes. On va attendre une petite quinzaine de minutes avant de les démouler et c'est prêt! Alors, je vais vous parler de certains légumes en particulier. Pour commencer, les pommes de terre, parce que c'est le légume le plus consommé ici au Canada. On cultive à peu près 25 variétés de pommes de terre au Québec. On les décline en 4 familles, ces pommes de terre-là. Alors, il y a la pomme de terre roussette. La variété la plus commune ici, c'est la Gold Rush, qui est très polyvalente. Sa chair est un petit peu farineuse. Sont parfaites pour les patates au four, les frites, les purées, cuire sur le barbecue, à la poêle. Mais on les aime un peu moins pour faire des patates bouillies ou des salades parce qu'elles se défont. On a les pommes de terre jaunes. Ici, les variétés les plus populaires, on a la Vivaldi et la Colombo. C'est une chair qui est un peu plus sucrée. On l'aime beaucoup en purée et en salade, mais pour toutes les autres choses, elle est moins optimale, je dirais. On a la rouge, la pomme de terre rouge. Ici, les variétés les plus communes, c'est la Norlaine et la Cheftaine. C'est une pomme de terre qui est polyvalente. C'est l'idéal pour faire des frites, des salades et toutes les autres cuissons, mais elle est un peu moins performante quand on fait une cuisson au four. On a aussi les pommes de terre blanches. Les variétés les plus populaires sont l'Envol et la Supérieure. On les aime beaucoup en purée, bouillie, dans les ragoûts et tout ça. Ça fait une pomme de terre parfaite. Elle est très polyvalente aussi. Les pommes de terre sont originaires de l'Amérique du Sud, sur les territoires aujourd'hui du Pérou et de la Bolivie. Et au départ, c'était de la nourriture pour le bétail. On a longtemps cru que les pommes de terre donnaient la lèpre. Ensuite, ça a été considéré comme la nourriture des pauvres. Alors, c'était pas très populaire dans la haute société. En 1840, il y a eu une grosse épidémie de mildiou dans les pommes de terre en Irlande et ça a créé une grande famine. C'est pour ça que les Irlandais ont émigré en masse en Amérique du Nord. Même si la patate était déjà cultivée au Québec, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu une recrudescence et où est-ce qu'elle a été reconnue comme un légume à part entière. Donc, pour les croquettes de légumes, on va avoir besoin de une courgette moyenne râpée, 8 tasses de légumes racines râpées comme des pommes de terre douces, des pommes de terre, du panais, du céleri rave, des carottes, du radis, une demi-tasse de chapelure. Ici, j'ai de la chapelure italienne, mais ça aussi, vous pouvez vous laisser aller à toutes vos créations. Un tiers de tasse de fromage cheddar fort ou un autre fromage râpé. 4 oignons verts hachés finement, un œuf légèrement battu, 2 cuillerées à thé d'huile d'olive, du sel et du poivre. On va servir cette petite croquette-là avec une sauce au curry. On va utiliser une demi-tasse de yogourt nature, une demi-tasse de mayo, une cuillerée à table de curry, un petit peu de sel et de poivre. Pour les croquettes de légumes, la première étape, ça va être de vous préparer une plaque à biscuits avec un papier sulfurisé dans le fond ou une feuille de cuisson. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger tous les ingrédients ensemble délicatement. Alors, l'œuf qu'on va délier un petit peu. Je vais ajouter l'huile. Et ensuite, tous les autres ingrédients. Le sel et le poivre, la courgette.
Et ensuite, j'envoie ça par petites portions sur ma plaque à biscuits. Alors, on y va. Et on envoie ça au four à 400 degrés pour 25 minutes. Puis je vais les retourner à la mi-cuisson aussi. Alors, pendant que ça cuit, on va faire la petite sauce au curry, bien simplement. La mayo, le yogourt et le curry. On va saler. Poivrer. Et là, on brasse ça. Et là, le ratio yogourt-mayonnaise, vous pouvez le changer. La quantité de curry et de sel et de poivre que vous mettez là-dedans, vous pouvez le changer aussi selon vos goûts. Vous pourriez aussi ajouter de l'ail dans ça, ça donnerait une petite touche vraiment intéressante. C'est prêt. Alors, voici des belles petites croquettes. Au 18e siècle, on remarque que ceux qui consomment beaucoup de pommes de terre n'ont pas de scorbut. Alors, on le voit beaucoup avec les gens qui font la traversée Europe-Amérique. On remarque qu'ils n'ont pas de scorbut, mais aussi on sait que dans la pomme de terre, il y a peu de vitamine C. Pourtant, au 18e siècle, on remarque que ceux qui ont mangé beaucoup de pommes de terre quand ils ont fait la traversée Europe-Amérique n'ont pas le scorbut. Pourquoi? C'est parce que même s'il n'y a pas beaucoup de vitamine C dans la pomme de terre, il y en a quand même un petit peu et c'est les quantités de pommes de terre consommées qui les ont protégées du scorbut. Pendant les 2 guerres mondiales, la pomme de terre assure la survie de beaucoup de familles sur tous les continents. Alors, les légumes de terre se déclinent en plusieurs catégories. On a les tubercules, c'est-à-dire que le rhizome est tubérisé. On pense à la pomme de terre, à la patate douce, au topinambour, au gingembre. On a aussi la catégorie des hypotyles, c'est-à-dire que c'est la tige juste au-dessus de la racine qui est tubérisée. On parle du chou rave et on parle du céleri rave. Et le suffixe rave veut dire cultivé pour sa racine. On a aussi les racines tubérisées, c'est-à-dire que c'est vraiment la racine qui a grossi pour emmagasiner de l'énergie. On parle dans cette catégorie-là de la betterave, de la carotte, du panais, du navet, des radis. Pour cette famille-là, toutes les racines qui sont tubérisées, tous les feuillages sont comestibles. Alors, ça en fait un légume doublement intéressant. Et on a aussi la famille des bulbes. Alors, dans cette famille-là, on retrouve toute la famille des oignons et l'ail aussi. Pour le yucca à la cubaine, on a besoin de 2 yuccas ou des maniocs, c'est la même chose, un petit peu de sel, 1/4 de tasse d'huile d'olive, un demi-oignon en dés, 4 gousses d'ail émincées et une demi-cuillerée à thé de jus de citron. Pour le manioc à la cubaine, on va placer les cubes de manioc dans une casserole avec le sel et on va couvrir d'eau. On porte ça à ébullition, on laisse mijoter 15 minutes le temps que ça cuise.
Alors, pour poursuivre, je vais aller déposer ma casserole sur le feu derrière moi et je vais le laisser bouillir une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, je vais mettre tous les autres ingrédients dans ma casserole ici. Alors, l'ail, le jus de citron, l'huile et l'oignon. Et je vais laisser cuire ça à peu près 3-4 minutes. Je vais mettre ça en attente jusqu'à temps que mon manioc soit prêt. Quand le manioc est cuit, on va l'égoutter et on va le déposer dans une assiette et on va verser en filet le contenu de l'autre casserole pour bien napper notre manioc. Dans le fond, c'est comme nous quand on ajoute le beurre à nos pommes de terre. Et voilà, il reste juste le steak. Les betteraves maintenant. Alors, les betteraves, rave, on le sait, ça veut dire cultiver pour la racine. Or, les betteraves, on mange dans le fond la racine du légume qui est la tige ici, la bette. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle betterave, parce qu'on mange les betteraves. Elles sont consommées depuis la préhistoire pour son feuillage et ces racines étaient utilisées de façon médicinale. Au 19e siècle, c'est devenu plus populaire comme étant un aliment. On retrouve plusieurs variétés de betteraves. Alors, la potagère, celle qui pousse dans nos jardins. On a la fourragère qui sert pour le bétail et pour le biocarburant. On connaît aussi la betterave sucrée avec laquelle on fait du sucre. Mais saviez-vous qu'on utilise le jus de betterave aussi pour déglacer nos routes glacées? Bon, c'est un peu plus écologique, mais c'est aussi un peu plus salissant. Les betteraves se mangent aussi en germination et en micro-pousses. Ça fait d'excellents sandwichs. Un autre beau légume qui pousse dans nos jardins, c'est le panais. Alors, le panais peut, dans toutes vos recettes, remplacer tous les légumes racines. En Europe, il y a vraiment longtemps, ça remplaçait aussi le sucre dans les pâtisseries et les confitures parce que quand ça gelait, l'amidon se transformait en sucre et le sucre à cette époque-là n'était pas très accessible. On le récolte donc après les gelées pour obtenir un légume beaucoup plus sucré. Étonnamment, le panais contient plus d'acide folique et de potassium que la carotte. Démystifions maintenant le rutabaga, la rabiole et le navet. C'est trois légumes qui sont souvent confondus. En fait, c'est deux légumes qui sont souvent confondus parce que le navet et la rabiole, c'est la même chose. Alors, on a navet-rabiole et le rutabaga ici qui est généralement plus gros. Ce sont deux légumes qui font partie de la famille des brassicacées, c'est-à-dire la famille des crucifères. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire crucifères, on doit dire brassicacées. La feuille de la rabiole, elle est plus velue et plus rugueuse que celle du rutabaga. La saveur du rabiole est un petit peu plus intense, un petit peu plus piquant. Ça rappelle un petit peu le goût du radis, je vous dirais. On n'est pas obligé de le peler pour l'utiliser. La chair, elle est généralement plus blanche et la peau aussi, on constate qu'elle est plus blanche avec son petit collet mauve, cela va de soi. Le rutabaga, maintenant, qu'on appelle chou de Siam aussi. Alors, contrairement à la rabiole, son feuillage est vraiment lisse comme celle d'un chou. La saveur est beaucoup plus douce, plus sucrée, la chair est plus jaune, la pleure est plus épaisse et c'est beaucoup mieux si on le pèle parce que c'est la pleure souvent qui est amère. Dans les deux cas, on a plusieurs variétés. Et les variétés vont de la chair blanche pour les deux à des chairs plus rouges et orangées, toujours pour les deux. Pour
Pour la salade de jicama estivale, on a besoin de un gros jicama, un poivron rouge, une belle mangue, un oignon rouge, un concombre anglais, 4 cuillerées à table de coriandre fraîche, le jus de 2 limes et une cuillerée à thé d'épices de tagine ou un mélange de sel et de poivre de cayenne selon vos goûts. Pour la salade de jicama, on va couper tous les légumes ainsi que la mangue en fins bâtonnets qu'on va tout déposer dans un grand bol. On va mélanger tous les beaux légumes et la mangue, qui est un fruit. Voilà. Ensuite, je vais arroser du jus des limes. Je vais mettre la coriandre et les épices. Et voilà, c'est prêt. C'est à servir tout de suite ou à mettre au frigo pour servir un petit peu plus tard. C'est sûr que si vous attendez un petit peu plus tard pour la servir, les jicama et les autres légumes vont tomber un petit peu, mais ça va être tout aussi bon. Le chou rave est aussi un légume qui est bien facile de culture. On mange le chou rave habituellement pelé. Les feuilles se mangent aussi et on peut le manger de toutes les façons, en salade, cuit ou sauté. Je vous amène un petit peu ailleurs parce qu'un légume racine qui est très important dans le monde, c'est le manioc. Pour ceux qui ne le savent pas, le manioc, c'est avec ça qu'on fait le tapioca. On nomme aussi le manioc souvent yucca. À ne pas confondre à vos plantes dans vos maisons, ce n'est pas du tout la même plante, c'est même pas de la même famille. Le manioc doit absolument se consommer cuit car il contient de l'acide cyanhydrique et cet acide-là est détruit à la déshydratation ou à la cuisson. Alors, tant que c'est cuit ou déshydraté, on est correct. On distingue 2 types de manioc, à savoir le manioc doux, qui est comme celui-ci. Alors, celui-là, on le pèle et puis on l'utilise en purée, en cubes. On peut l'utiliser aussi pour faire des farines douces pour la sauce ou pour le pain. Alors, ça fonctionne très bien. Et on a ensuite le manioc amer qui, lui, va servir à faire notre tapioca. Pour faire le tapioca, ce manioc-là doit subir beaucoup de transformations. Alors, il est lavé, épluché, râpé, macéré, tamisé, égoutté, hydraté. Lors de la déshydratation, c'est là que la chair du manioc elle va former des petites billes de différentes grosseurs. C'est ce qu'on va appeler le tapioca perlé. Ce tapioca perlé-là, ensuite, va être soit concassé en flocons, moulu en farine, ou bien concassé encore en petites granules qui devient à ce moment-là notre tapioca minute. La différence entre le manioc doux et le manioc amer, ce qui fait la différence, c'est le taux d'acide cyanhydrique, justement. Saviez-vous qu'avec le tapioca, on fait du papier gaufré? On fait aussi de la colle pour les timbres postés, vous savez, la colle à licher, là. Alors, on fait ça avec du tapioca aussi. Le manioc est un des aliments les plus consommés dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. En Afrique, on laisse parfois le manioc 6 ans en terre. On le laisse là en cas où il y aurait une période de famine. Alors, le manioc, il serait encore bon.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous propose d'aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui s'y retrouvent. Et on se revoit la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler des corps gras dans la cuisine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.